Chapitre 1, l'ombre du soldat. Marshall Wallace avait toujours été un homme de précision. 15 ans dans l'armée, les Rangers avaient effacé toute trace de douceur, laissant derrière eux l'acier enveloppé de chair. À 38 ans, ses larges épaules portaient bien plus que des muscles. Elles portaient le poids de 3 missions en Afghanistan, d'innombrables opérations classifiées et la conviction inébranlable que la loyauté était la seule valeur qui comptait en ce monde. Les rotors de l'hélicoptère de transport vrombissaient au-dessus de sa tête tandis que Marshall ajustait son sac de sport, regardant le paysage familier de Fort Bragg disparaître en contrebas. Ses mains burinées serraient une photo usée. Candace tenait leur fille de 4 ans, Grace, lors de son premier jour de maternelle. Les cheveux auburn de Candace reflétaient la lumière du soleil, son sourire radieux lorsqu'elle regardait leur petite fille. Grace, avec les yeux verts de sa mère et le menton têtu de Marshall, rayonnait édentément vers l'objectif. Papa sera bientôt à la maison. Ma petite fille, murmura-t-il à la photo, la voix rauque après des mois à hurler des ordres dans le vent du désert. Le téléphone de Marshall vibra, un texto de son voisin, Dick Sims. Fête de bienvenue à 18h, Candace préparait cela depuis des semaines. Grace n'en finissait pas d'en parler. Les commissures des lèvres de Marshall se haussèrent, le sourire le plus proche qu'il ait réussi à exprimer depuis des mois. Dick était un homme bien, un marine à la retraite qui comprenait la fraternité du service. Il avait gardé un œil sur la famille de Marshall pendant le déploiement, envoyant de temps en temps des nouvelles que tout allait bien. Mais quelque chose avait changé dans les derniers appels de Candace. Sa voix portait une étrange distance, et elle était restée évasive sur les détails de leur quotidien. Lorsqu'il avait demandé à parler à Grace lors de leur dernier appel vidéo, il y a 2 semaines, Candace avait prétendu qu'elle dormait, alors qu'on était en plein milieu de la journée. L'excuse semblait creuse, mais Marshall repoussa ses soupçons. La paranoïa du déploiement était courante. Les maris imaginant des problèmes qui n'existaient pas. L'avion atterrit à l'aérodrome militaire de Pop tandis que les ombres de l'après-midi s'étendaient sur le tarmac. L'esprit de Marshall s'emballait déjà à l'idée de son arrivée surprise. Il annonça à Candace qu'il ne rentrerait pas avant une semaine, voulant la surprendre, elle et Grace. L'image du visage de sa fille s'illuminant à sa vue le soutint pendant la douane et le trajet en taxi jusqu'à sa modeste maison à 2 étages dans la banlieue de Fayetteville. Alors que le taxi s'engageait dans son allée, Marshall remarqua l'escalade noire de Brian Msegawan garé de l'autre côté de la rue. Brian était l'ami d'enfance de Candace, un vendeur d'assurance aux discours enjôleurs qui avait déménagé en ville environ 6 mois auparavant. Marshall l'avait rencontré brièvement avant son déploiement, lors d'un barbecue. Quelque chose dans le large sourire de l'homme et la façon dont son regard s'attardait sur Candace avait agacé Marshall, mais il ignora cela comme un instinct territorial. Marshall paya le chauffeur et chargea son sac de voyage sur son épaule, ses bottes silencieuses sur le trottoir en béton qu'il avait construit de ses propres mains 3 étés plus tôt. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. C'était inhabituel pour Candace, soucieuse de sa sécurité, mais peut-être était-elle devenue négligente en son absence. La maison semblait différente, plus froide. Marshall posa son sac dans l'entrée, remarquant l'absence des photos de famille qui ornaient autrefois les murs du couloir. Les œuvres d'art de Grace avaient disparu de la porte du réfrigérateur. Le silence lui serrait les tympans comme une eau profonde. Candice, appelait-il doucement, ne voulant surprendre personne. Grace. Un bruit étouffé lui parvint de l'étage, un gémissement qui lui glaça le sang. Marshall monta les marches 3 par 3, son entraînement tactique prenant le dessus sur tout le reste. Le bruit provenait à nouveau de la chambre de Grace, faible et brisée. Il poussa la porte et trouva sa fille recroquevillée dans un coin de son lit, serrant contre lui un éléphant en peluche qu'il lui avait envoyé d'Afghanistan. Mais ce qui fit basculer son univers, ce fut sa main gauche, 3 doigts manquants, les moignons enveloppés dans une gaze tachée de sang. Grace. La voix de Marshall se brisa tandis qu'il se précipitait à son chevet. Sa tête se releva brusquement, ses yeux verts écarquillés par la terreur qui se transforma peu à peu en espoir désespéré. « Papa » murmura-t-elle, puis plus fort. « Papa » Marshall la prit dans ses bras, la poitrine serrée tandis qu'elle enfouissait son visage contre son épaule. Elle se sentait trop maigre, trop fragile, comme un oiseau aux ailes brisées. « Papa, tu es revenu. » Grace sanglota contre son cou. « Maman a dit que tu étais mort en hurlant comme un lâche au combat. Elle dit, les méchants t'ont fait du mal et tu n'as pas pu me sauver. » Chaque mot était comme un couteau entre ses côtes. Marshall s'efforça de garder une voix ferme, même si la fureur montait comme une tempête dans sa poitrine. « Je suis là,
ma puce. Papa est là. Peux-tu me dire ce qui est arrivé à ta main? Grace se recula. Son petit visage était inondé de larmes. L'ami de maman, Brian. Il était en colère parce que j'avais renversé du jus sur ses chaussures. Il disait que j'étais maladroite comme toi, papa. Il m'emmena au garage et elle toucha les moignons bandés. Il utilisa les grands ciseaux du jardin. Ceux pour les rosiers. La vision de Marshall se teinta de rouge sur les bords. Des cisailles de jardin. Ce salaud avait utilisé des cisailles de jardin sur une enfant de 4 ans. Sa fille, sa petite fille. Où est maman maintenant? Demanda Marshall d'une voix terriblement basse. Elle est chez Brian. Elle y dort presque toutes les nuits maintenant. Elle a dit que tu ne reviendrais pas. Alors Brian est mon nouveau papa. La voix de Grace se brisa à nouveau. Mais je ne veux pas d'un nouveau papa. Je te veux. Marshall serra sa fille contre lui, son esprit déjà embrassé par le mode froid et calculateur qu'il avait maintenu en vie lors d'innombrables missions. Mais ce n'était pas l'Afghanistan ou l'Irak. C'était chez lui. C'était la famille. C'était une trahison d'une ampleur qui exigeait une rétribution biblique. Grace, ma chérie, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement, dit Marshall en se reculant pour la regarder dans les yeux. Papa va s'assurer que tu ne sois plus jamais blessée. Tu comprends? Elle hocha la tête solennellement, la confiance brillant dans ses yeux pleins de larmes. Bien. Maintenant, je vais appeler oncle Dick pour qu'il vienne rester avec toi pendant que papa s'occupe de certaines choses. Peux-tu être courageux encore? Charlotte qui avait proposé de répondre aux besoins médicaux en cours de Grèce. Marshall, je voulais vous donner une mise à jour sur le groupe de soutien que j'ai mentionné. Il y a 3 autres pères célibataires dans la région de Charlotte qui ont traité des situations similaires, des militaires dont les familles ont été menacées ou blessées pendant leur déplacement. Similaire à quel point la maltraitance des enfants, la violence domestique, les batailles de garde avec des exartnaires dangereux. Ils ont tous protégé avec succès leurs enfants et reconstruit leur vie. Je pense que vous et Grace pourriez bénéficier de la connexion avec des familles qui comprennent ce que vous avez vécu. L'idée a séduit Marshall. Grace avait besoin de voir qu'il n'était pas seul, que d'autres familles avaient surmonté des défis similaires et prospéré. Et Marshall pourrait bénéficier des perspectives des hommes qui avaient fait face à des batailles comparables. Organiser une réunion, a déclaré Marshall. Mais Jeannette, ces hommes ont été complètement vérifiés. Vérification des antécédents, évaluation psychologique, références provenant de plusieurs sources. Ce sont des hommes bons, Marshall. Héros, en fait. Après avoir terminé l'appel, Marshall a traversé sa maison, vérifiant les systèmes de sécurité et les serrures, un rituel nocturne qui était devenu une seconde nature. Chaque porte, chaque fenêtre, chaque point d'entrée potentiel a été sécurisé. La salle sur était remplie de fournitures pour un siège d'une semaine. Le système d'alarme était lié aux forces de l'ordre local, au FBI et à l'équipe d'intervention rapide de GEC. Marshall s'arrêta devant la porte de la chambre de Grace, écoutant sa respiration douce. Elle dormait paisiblement maintenant sans cauchemar ni en pleurs. Sa chambre était décorée d'œuvres d'art de ses séances de thérapie. Images de châteaux et de chevaliers, arc-en-ciel et papillons, famille de figures de bâtons se tenant la main sous les soleils souriants. Les monstres étaient partis. Les menaces avaient été neutralisées. La justice avait été rendue complètement et en permanence. Grace était en sécurité, en bonne santé et heureuse. Elle était entourée de gens qui l'aimaient et protégeaient. Elle grandirait en sachant que son père déplacerait le ciel et la terre pour la garder du mal et que certaines batailles valaient la peine de se battre, peu importe le coût. Marshall avait remporté la victoire absolue dans tous les sens qui comptaient. Ses ennemis ont été emprisonnés, sa fille était en plein essor et sa famille était sûre dans un avenir prévisible. Mais la victoire est venue avec une vigilance. Marshall n'arrêterait jamais de regarder, n'arrêterait jamais de se préparer, ne cesse de ne jamais être prêt à défendre ce qu'il avait construit. Parce que la leçon la plus importante qu'il a apprise était simple. Certaines choses valent le prix pour protéger et la grâce valait tout. Chapitre 8. Le prix de la justice. 2 ans après les arrestations, Marshall a reçu un appel qui a tout changé. Grace était dans sa 2e année d'école primaire, prospère académiquement et socialement, lorsque l'agent Andrea Samson l'a contacté avec des nouvelles qui ont envoyé de la glace dans ses veines. Marshall, je dois vous rencontrer immédiatement. Il y a eu un développement dans l'affaire MC Gawan dont nous devons discuter en personne. 30 minutes plus tard,
l'agent Samson s'est assis dans le salon de Marshall tandis que Grace jouait à l'étage, ignorant que leur sécurité soigneusement construite pourrait à nouveau être menacée. Brian Mcgowan est mort. L'agent Samson a déclaré que sans préambule, Marshall a ressenti un mélange complexe d'émotions, de soulagement, de satisfaction et d'une petite mesure de déception qu'il n'avait pas été le seul à s'assurer que Brian ne menacerait plus la grâce. Comment le combat de prison qui est devenu incontrôlable? Un autre détenu nommé Samuel Fowler a décidé que les agresseurs d'enfants avaient besoin d'une attention particulière. Brian a duré 3 minutes dans le combat. Et vous êtes ici parce que l'expression de l'agent Samson est devenue sombre parce que Candace prétend que la mort de Brian n'était pas aléatoire. Elle prétend que vous l'avez orchestré d'une manière ou d'une autre. Que vous avez des liens dans le système pénitentiaire fédéral qui vous a permis d'organiser le meurtre de Brian. Le rire de Marshall était vraiment amusé. C'est toute une théorie du complot. Avez-vous des preuves à l'appui de ces allégations? Aucun de quoi que ce soit. Mais Candace a fait du bruit à quiconque écoutera. D'autres détenus, des administrateurs pénitentiaires, de son avocat. Elle prétend que si Brian pouvait être tué en prison, elle est la suivante. Demande-t-elle une garde de protection? Elle demande un transfert dans une installation avec une meilleure sécurité. Elle exige également une enquête fédérale sur vos activités et vos contacts avec d'anciens militaires qui pourraient avoir des liens avec le crime organisé. Marshall a soigneusement considéré ce développement. Candace était désespérée et manquait d'options, donc elle saisissait tout récit qui pourrait améliorer sa situation. Malheureusement, ces théories du complot n'étaient pas entièrement invraisemblables pour les gens qui ne connaissaient pas toute la vérité. Agent Samson, enquêtez-vous sur ces allégations? Nous devons enquêter sur toute réclamation d'intimidation des témoins ou de complot en vue de commettre un meurtre. Mais entre vous et moi, la crédibilité de Candace est quelque peu limitée étant donné sa condamnation pour maltraitance et fraude des enfants. De quoi avez-vous besoin de moi? Complétez la transparence de vos activités depuis l'incarcération de Brian. Record téléphonique, dossier financier, antécédents de voyage, contact avec d'anciens militaires. Nous devons démontrer de manière concluante que vous n'aviez aucune implication dans la mort de Brian. Marshall hocha la tête. Vous aurez tout d'ici demain matin. Mais je dois mentionner que la société de sécurité de Jack Cross a surveillé Brian tout au long de son incarcération. Nous pouvons fournir des dossiers détaillés montrant que je n'avais aucun contact avec personne dans son établissement. Ce serait utile. Il y a encore une chose. Marshall Candace prétend également que Grace n'est pas en sécurité avec vous, que vos activités de vigilance vous rendent inapte en tant que parent. Elle tente de faire participer les défenseurs en dehors de la demande d'examen de la garde. C'était plus sérieux. Alors que Candace n'avait aucune position légale pour demander la garde, les groupes de défense extérieure pourraient parfois générer suffisamment de pression pour forcer les enquêtes sur le bien-être de l'enfance. Quel genre de défenseurs? Groupe de réforme des prisons, organisation de défense des droits des femmes, personnes spécialisées dans les cas où ils croient que le système a échoué les mères et les enfants. Candace leur a dit qu'elle avait été contrainte dans sa confession que vous avez manipulé les preuves et que la grâce est détenue par un vétéran dangereux atteint de SSPT. Marshall sentait de la colère familière dans sa poitrine. Même de prison, Candace essayait de blesser Grace en sapant sa sécurité et sa stabilité. C'était exactement le genre de manipulation narcissique qui avait permis les abus de Brian en premier lieu. Agent Samson, je suppose que vous enregistrez cette conversation. Oui. Bon. Laissez-moi être absolument clair. Je n'ai eu aucune implication dans la mort de Brian Mcgowan. Je n'ai établi aucun contact avec personne dans son établissement. Je n'ai payé aucun argent à personne pour lui faire du mal. Je n'ai fait aucune menace, je n'ai émis aucune ordonnance et j'ai pris aucune mesure pour mettre sa vie en danger. Marshall s'arrêta pour laisser cela pénétrer. Cependant, je dirais également clairement que la mort de Brian Mcgowan ne représente aucune perte pour la société. Lui était un agresseur d'enfants, un prédateur et une menace pour les innocents. Le monde est plus sûr sans lui. C'est une distinction intéressante. C'est honnête. Je n'ai pas tué Brian Mcgowan, mais je ne suis pas désolé qu'il soit mort. Et si Candace veut perdre son temps et son énergie sur les théories du complot au lieu de reconnaître ses propres crimes, c'est son choix. L'agent Samson a fermé son cahier. Marshall, hors du dossier, pensez-vous qu'il est possible que l'un de vos contacts militaires ait pris des mesures indépendantes? Marshall a sérieusement examiné la question. Jake, Ralph,
Derek et ses autres amis étaient certainement capables d'arranger quelque chose comme la mort de Brian. Ils étaient loyaux, ingénieux et ont partagé ces instincts protecteurs envers la grâce. Mais ce sont aussi des professionnels qui comprenaient l'importance des frontières juridiques. L'agent Samson, les hommes avec lesquels j'ai servi sont des patriotes qui respectent l'état de droit. Ils m'ont aidé à protéger la grâce par des moyens juridiques, de la surveillance, de la documentation, des systèmes de sécurité. Je ne peux imaginer aucun d'entre eux prenant des mesures illégales à mon insu ou à mon consentement. Mais vous ne pouvez pas l'exclure entièrement. Je ne peux rien exclure entièrement, mais je peux vous dire que si quelqu'un agissait de manière indépendante, ce n'était pas à ma demande ou avec ma connaissance. Après le départ de l'agent Samson, Marshall a passé la soirée à passer des appels téléphoniques à son réseau. Jake, Ralph et Derek ont tous nié toute implication dans la mort de Brian, et leurs refus ont porté l'anneau de vérité. Le consensus était que Brian avait simplement rencontré la mauvaise personne le mauvais jour, un risque professionnel commun pour les abuseurs d'enfants de la prison fédérale. Cette nuit-là, Marshall s'est assis sur le lit de Grace pendant qu'elle pratiquait la lecture d'un livre de chapitres sur un détective de filles qui a résolu les mystères. « Papa, Madame Henderson dit que je lis à un niveau de 5e année, même si je ne suis qu'en 2e année. » Annonçait fièrement Grace. « C'est incroyable, ma chérie. Vous avez toujours été intelligent. » Grace s'est assise dans son livret à regarder Marshall avec le regard direct qui lui a toujours rappelé sa mère. À l'époque où Candace avait la peine d'être regardée. « Papa, êtes-vous inquiet de quelque chose ?» Marshall avait appris à ne pas mentir à Grace. Elle a été suffisamment perspicace pour poser des questions sur la malhonnête et qu'elle voulait s'assurer que vous êtes en sécurité. Bon soin de vous, que vous soyez heureux de vivre ici, que vous vous sentiez en sécurité. Grace fronça les sourcils. C'est idiot. Bien sûr, je suis heureux et en sécurité. Vous êtes le meilleur papa du monde. Je suis content que vous vous sentiez de cette façon, bébé. Mais si quelqu'un vous pose ces questions, je veux que vous leur disiez exactement ce que vous ressentez. Dites-leur la vérité sur notre vie ensemble. Je le ferai, papa. Mais pourquoi quelqu'un poserait-il ces questions? Marshall a soigneusement choisi ses paroles. Parce que votre mère biologique essaie de convaincre les gens qu'elle devrait être autorisée à vous revoir. L'expression de Grace s'est endurcie. Un regard inhabituel sur le visage d'un enfant de 7 ans, mais qui était apparu plus fréquemment quand Candace était mentionnée. Je ne veux pas la voir, papa. Elle regarda Brian me blesser. Elle a dit, tu étais mort. Elle n'est plus ma maman. Je sais, ma chérie. Et je vous promets que vous n'aurez pas à la voir à moins que vous ne le vouliez. Mais certaines personnes pensent que les enfants devraient toujours avoir des contacts avec leurs parents biologiques, même lorsque ces parents ont fait de mauvais choix. C'est stupide, Grace a dit avec une certitude de 7 ans. Les mauvais parents devraient perdre leurs enfants pour toujours. Nous le prouvons? Grace hocha la tête solennellement. Je peux faire ça. Je suis doué pour montrer aux gens que tu es le meilleur, papa. Alors que Marshall parlait Grace dans le lit, il réfléchit sur l'ironie de la situation. La mort de Brian Mcgowan avait éliminé une menace en permanence, mais elle avait également créé de nouveaux problèmes en donnant à Candace un récit à exploiter. Elle utilisait sa mort pour peindre Marshall comme un vigilant dangereux. Même si elle devrait être reconnaissante que son ancien partenaire ne blesse jamais un autre enfant. Le lendemain matin, Marshall a commencé le processus d'agent Samson, une documentation complète de ses activités. Records téléphoniques, états financiers, journaux de voyage, horaires des réunions, tout ce qui démontrerait son manque total d'implication dans la mort de Brian. Mais alors qu'il compilait les preuves, Marshall s'est retrouvé à penser à la justice et aux conséquences. Brian Mcgowan avait reçu exactement ce qu'il méritait, que ce soit par une violence aléatoire de prison ou une intervention divine. Sa mort était une forme de justice que le système juridique ne pouvait pas fournir, permanente, irréversible et absolue. Candice, quant à lui, apprenait que les actions avaient des conséquences qui s'étendaient bien au-delà des salles d'audience et des peines de prison. Ces tentatives de manipulation du système derrière les barreaux échouaient parce qu'elle avait perdu toute crédibilité grâce à ses propres choix. Elle purgerait sa peine complète, serait libérée en tant que délinquant sexuel enregistré et passerait le reste de sa vie de paria. Marshall avait réalisé quelque chose que peu de gens ont jamais réussi. Victoire complète sur les ennemis qui avaient menacé sa famille. Brian était mort. Candace a été emprisonnée et discréditée, et Grace était en sécurité, heureuse et prospère.
Le prix de cette victoire était la vigilance éternelle. Marshall surveillerait toujours de nouvelles menaces. Soyez toujours prêt à défendre ce qu'il avait construit, soyez toujours prêt à payer le prix nécessaire pour protéger sa fille. Mais c'était un prix qu'il était prêt à payer parce que certaines choses valaient tout. Et Grace valait plus que tout. Chapitre 9. Pour toujours vigilant. 5 ans se sont écoulés depuis la mort de Brian Msegawan dans la prison fédérale. Grace avait maintenant 12 ans. Une jeune femme confiante et intelligente qui ne portait aucune cicatrice visible de son traumatisme précoce. Elle a joué au violon dans l'orchestre de l'école, a participé à des décathlons universitaires et s'était transformée en un leader naturel parmi ses pairs. Marshall se tenait dans le public de la remise des diplômes du collège de Grace, regardant sa fille recevoir le prix valedictorian. À 12 ans, elle planifiait déjà son calendrier de cours au lycée et parlait des demandes collégiales. Ses doigts prothétiques avaient été améliorés 2 fois, et elle les a utilisés avec une dextérité si naturelle que la plupart des gens n'ont jamais remarqué qu'ils n'étaient pas biologiques. Monsieur Wallace, dit une voix derrière lui. Marshall se tourna pour trouver le docteur Alice Stewart, le psychologue de Grace, qui était devenu un ami de la famille au fil des ans. Docteur Stewart, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Grace m'a invité. Elle voulait que je la voie diplômée. Le docteur Stewart sourit chaleureusement. Marshall, je veux que vous sachiez qu'en 15 ans de psychologie pédiatrique, je n'ai jamais vu de rétablissement plus complet d'un traumatisme infantile grave. La grâce prospère de toutes les manières mesurables. C'est un enfant exceptionnel. Elle l'est, mais elle a également eu un soutien exceptionnel. L'expression du docteur Stewart est devenue plus sérieuse. Il y a quelque chose que je voulais discuter avec vous. Grace a de nouveau posé des questions sur sa mère biologique. La mâchoire de Marshall se resserra légèrement. Quel genre de questions? Questions de développement principalement. Elle veut comprendre ses antécédents médicaux, ses antécédents génétiques, ce genre de choses. Mais elle est également curieuse de savoir si Candace a changé, si elle est vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que certaines questions ne peuvent être répondues par elle que lorsqu'elle était plus âgée, si elle choisit de chercher ses réponses. Mais Marshall, je pense que Grace est assez stable émotionnellement maintenant pour gérer un certain niveau de vérité sur sa mère. Marshall le considérait soigneusement. Il redoutait cette conversation depuis des années, sachant que finalement Grace voudrait comprendre plus complètement ses origines. Le docteur Stewart, Grace a-t-il exprimé un désir de voir Candace? Pour ne pas la voir, non, mais elle a exprimé sa curiosité à son sujet. Il est naturel pour l'adolescence de vouloir comprendre leur histoire familiale, même lorsque cette histoire est douloureuse. Marshall hocha la tête. J'y penserai. Après la cérémonie de remise des diplômes, Marshall et Grace sont rentrés chez eux à travers les routes de montagne qui étaient devenues familiers et réconfortants au fil des ans. Leur maison n'était plus la forteresse qu'elle avait été autrefois. Les systèmes de sécurité sont restés, mais l'atmosphère était celle de la paix plutôt que de la vigilance. Papa, j'ai pensé à quelque chose, dit Grace en entrant dans leur allée. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Je veux savoir ce qui est arrivé à ma mère biologique. Je sais qu'elle est en prison et je sais qu'elle a fait de mauvaises choses, mais je veux comprendre pourquoi. Marshall a garé la voiture et s'est transformé en sa fille. À 12 ans, Grace ressemblait remarquablement à Candace avait le même âge. Mais il y avait un talon. Rater den inflictinit. Grace, d'était a complicated question with a complicated answer. I'm not a little kid anymore, daddy. I can handle complicated. Marshall took a deep breath. Your biological mother made choice that hurt you very badly. She chose her relationship with Brian over your safety. She chose to participate in your abuse rather than protect you. Those choices had consequences. Is she still in prison? Yes. She won't be eligible for release for another 3 years. And after that, after cela sera un délinquant sexuel enregistré pour le reste d'elle vie. Elle aura des restrictions sur l'endroit où elle pourra vivre, où elle peut travailler, à qui elle peut s'associer. Elle sera surveillée en permanence par les forces de l'ordre. Grace a été silencieuse pendant un long moment, traitant ces informations. Pensez-vous qu'elle est désolée? Marshall a soigneusement choisi ses paroles. Je pense qu'elle est désolée des conséquences de ses choix. Que ce soit vraiment désolée de vous faire du mal, je ne sais pas. Et cela n'a pas d'importance. Pourquoi cela n'a-t-il pas d'importance?
Parce qu'être désolé n'annule pas les dégâts. Être désolé ne restaure pas la confiance. Être désolé ne fait pas que quelqu'un ne soit pas là. Marshall se tourna directement pour faire face à la grâce. Certaines erreurs sont si graves qu'elles ne peuvent pas être pardonnées ou oubliées. Grace acquiesça lentement comme ce que Brian m'a fait. Comme ce que les deux vous ont fait. Grace, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de très important. Vous ne devez aucun de pardon. Vous ne leur devez pas une relation. Vous ne leur devez rien du tout. Mais que se passe-t-il si elle avait vraiment changé? Et si elle est vraiment désolée et veut faire amende honorable? Marshall sentit une colère protectrice familière se lever dans sa poitrine. Ensuite, elle peut porter ce fardeau pour le reste de sa vie. Grace, votre sécurité et votre bonheur sont plus importants que la rédemption de quiconque. Ils se sont assis dans la voiture pendant plusieurs minutes tandis que Grace a traité cette conversation. Enfin, elle a repris. Papa, j'ai décidé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas la voir ou lui parler. Jamais, mais un jour, quand je serai plus âgé, je pourrai vouloir lui écrire une lettre. Ne pas lui pardonner, mais pour lui dire comment ses choix m'ont affecté et comment je les ai surmontés. Marshall sourit cynisme. Cela ressemble à quelque chose que vous voudrez peut-être discuter avec le docteur Stewart lorsque vous êtes prêt. Je le ferai. Mais papa, je veux que tu saches autre chose. Qu'est-ce que c'est, chérie? Tu es mon vrai parent. Vous êtes celui qui m'a protégé, qui m'a aidé à guérir, qui s'est assuré que je me sentais en sécurité et aimé. La biologie ne rend pas quelqu'un apparent. L'amour et la protection font. Marshall sentit sa poitrine se resserrer d'émotion. Grace, tu es la chose la plus importante de ma vie. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je vais faire est de m'assurer que vous êtes en sécurité et heureux. Je sais, papa. Et je suis reconnaissant pour tout, même pour les parties dures. Parce que les parties dures m'ont appris que je suis plus fort que je ne le pensais et que certaines personnes protégeront toujours les personnes qu'ils aiment. Ce soir-là, Marshall a fait son appel hebdomadaire à Jack Krause pour des mises à jour de sécurité. Le réseau de surveillance avait évolué au fil des ans, de la surveillance active au système d'alerte passif, mais il est resté en place en tant que sauvegarde permanente. Un mot sur Candace? Demanda Marshall. Rien de significatif. Elle a été prisonnier modèle. Pas de mesures disciplinaires. J'ai participé à tous les programmes obligatoires, exprimé des remords appropriés dans toutes les évaluations. Ces applications de libération conditionnelle obtiennent des critiques plus sympathiques. Chronologie pour la libération, probablement 18 mois, peut-être 2 ans. Mais Marshall, même lorsqu'elle sortira, elle sera sous la supervision fédérale à vie. Surveillance GPS, vérification régulière, restriction d'emploi, limitation de logement. Elle sera essentiellement dans une prison de sécurité minimale pour le reste de sa vie. Et si elle viole les conditions, retour immédiat au fédéral Cust à vue, aucune question posée. Une erreur, une violation des limites, une tentative de contacter Grace, et elle est de retour derrière les barreaux en permanence. Marshall a ressenti une satisfaction à cette nouvelle. Le système juridique avait fonctionné exactement comme prévu, créant des conséquences qui suivraient Candace pour le reste de sa vie. Même si elle était finalement libérée, elle ne serait jamais vraiment libre, ne pourrait jamais échapper aux conséquences de ses choix. Jack, je veux discuter de quelque chose avec toi. Grace vieillit et elle commence à poser des questions sur sa mère. J'ai besoin de savoir que si Candace essaie jamais de contacter directement ou indirectement, nous le saurons immédiatement. Déjà manipulé. Nous avons une surveillance sur toutes ses communications, tous ses associés, tous les membres de sa famille. Si elle pense même à tendre la main à Grace, nous le saurons avant qu'elle n'agisse dessus. Après avoir terminé l'appel, Marshall a traversé sa maison, vérifiant les verrous et les systèmes de sécurité par habitude. Mais la routine du soir était différente maintenant. Moins sur la protection contre les menaces immédiates, plus sur le maintien d'une base de sécurité qui a permis à la grâce de prospérer. Marshall s'arrêta devant la chambre de Grace où elle lisait un livre sur sciences médico-légales. Elle a développé un intérêt pour la justice pénale, probablement influencée par ses propres expériences avec le système juridique. Elle a parlé de devenir procureur ou de défenseur d'une victime, quelqu'un qui pourrait aider d'autres enfants qui avaient vécu ce qu'elle avait. Papa, Grace a appelé sans chercher de son livre. Oui, ma chérie. Merci pourquoi? Pour ne jamais m'abandonner.
Pour s'assurer que les mauvaises personnes ne pouvaient plus me blesser. Pour être le genre de père qui protège sa famille quoi qu'il arrive. Marshall sourit et embrassa le haut de sa tête. Vous n'avez jamais à me remercier pour cela, Grace. C'est ce que font les pères. Les bons pères le font. Les mauvais pères blessent leurs enfants ou laissent les autres leur faire du mal. C'est vrai. Mais vous n'avez plus à vous soucier des mauvais pères. Tu es coincé avec moi pour toujours. Grace a souri à lui. Bon. J'aime être coincé avec toi. Alors que Marshall se préparait à se coucher cette nuit femme. Le chemin avait nécessité des sacrifices. Sa carrière militaire, sa sécurité financière, son sentiment de sécurité est normal. Cela l'avait obligé de devenir plus difficile, plus impitoyable, plus calculant qu'il ne l'avait jamais imaginé possible. Cela l'avait obligé à se faire des ennemis et à détruire des vies sans hésitation ni remords. Mais en regardant Grace maintenant, en voyant la femme qu'elle devenait, Marshall savait que chaque sacrifice en valait la peine. Chaque choix difficile, chaque bataille juridique, chaque instant de vigilance avait servi un seul but, protégeant la personne la plus importante de son monde. Brian Msegawan était mort. Candace a été emprisonné et impuissant. Grace était en sécurité, aimée et prospère. Les monstres étaient partis pour toujours, et la princesse vivait en toute sécurité dans son château avec un chevalier qui n'arrêterait jamais de la protéger. Marshall Wallace avait réalisé quelque chose de rare dans ce monde. Victoire complète sur les ennemis qui avaient menacé sa famille. Il avait payé le prix nécessaire, fait tout ce qui était nécessaire et s'est assuré que la justice était absolue et permanente. La guerre était terminée. Les bons avaient gagné et Grace n'aurait plus jamais à avoir peur. Mais Marshall ne s'arrêterait jamais regarder, n'arrêtait jamais de préparer, n'arrêtait jamais d'être prêt à défendre ce qu'il avait construit. Parce que certaines choses valaient la vigilance et la grâce éternelle valait tout. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Un peu. J'ai été courageux pendant longtemps, papa. Dit Grace d'une voix bien trop vieille pour son âge. Le cœur de Marshall se brisa et se transforma en quelque chose de plus dur, de plus froid. Alors qu'il tendait la main vers son téléphone pour appeler Dick, une pensée résonna dans son esprit comme une mort. Personne ne fait de mal à ma fille et ne vit pour le raconter. Chapitre 2. Sang et mensonge. Dick Sims arriva 10 minutes après l'appel de Marshall, le visage grave et les mains tremblantes, examinant les blessures de Grace. Le regard du vieux marine croisa celui de Marshall par-dessus la tête de l'enfant, et une communication silencieuse s'établit entre eux, le genre de communication qui n'existait qu'entre hommes qui comprenaient la guerre. Bon sang, Marshall, murmura Dick alors qu'ils entraient dans le couloir. Depuis combien de temps cela dure-t-il? C'est ce que je vais découvrir. Marshall répondit d'une voix froide comme l'acier trempé. Tu peux rester avec elle? J'ai des affaires à régler. Dick hocha la tête d'un air sombre. Tu sais que je le ferai. Mais Marshall, qu'as-tu prévu? Son sourire était si tranchant qu'il pouvait couper du verre. Je vais avoir une conversation avec ma femme. Avant de partir, Marshall s'agenouilla près du lit de Grace, où Dick lui lisait une histoire. La main bandée de sa fille reposait sur son éléphant en peluche, et cette vision lui envoya de nouvelles vagues de rage. Grace. Chérie, j'ai une question importante à te poser, dit doucement Marshall. À part tes doigts, est-ce que Brian t'a fait mal ailleurs? Le visage de Grace se décomposa et elle hocha lentement la tête. Elle remonta son haut de pyjama pour révéler des brûlures circulaires sur ses côtes. Des brûlures de cigarettes, précises et délibérées. Marshall en compta 7. Chacune témoignant d'une cruauté calculée. Il dit que c'était une punition pour avoir été méchant. Grace chuchota. Maman regarda. Elle dit, je l'ai mérité pour ne pas avoir appelé Brian papa. Dick Sims murmura une prière et un juron dans un souffle. Marshall hocha simplement la tête, classant chaque détail dans la partie de son esprit qui avait été entraîné à tout mémoriser, à ne rien oublier et à planifier en conséquence. Le téléphone de Marshall vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. La fête surprise commence dans 30 minutes. Candace est tellement excitée de te voir, Dina. Dina Glass, la sœur de Candace. Apparemment, la mascarade continuait. Parfait. Marshall embrassa Grace sur le front. Oncle Dick va t'emmener en lieu sûr pendant que papa s'occupe des choses. Je te promets que tu ne reverras plus jamais Brian.
Le trajet jusqu'à la maison de Brian Mcgowan dura 12 minutes à travers des rues de banlieue bordées de chênes et de palissades blanches. Marshall avait fait sa reconnaissance, bien sûr. Avant son dernier déploiement, il s'était donné pour mission de tout savoir sur les nouveaux voisins et connaissances de sa famille. Brian vivait dans une superbe MC Mansion Out, le genre de maison qui respirait l'argent frais et l'insécurité. Marshall se gara 3 maisons plus loin et observa. À travers les grandes fenêtres de devant, il pouvait voir des gens circuler à l'intérieur. La fête surprise était bel et bien lancée. Il reconnut plusieurs visages. La sœur de Candace, Dina, son mari Neil Campbell et quelques autres amis de la famille. Tous étaient complices de cette fiction, prétendant que Candace n'était pas une adultère et maltraitante. Marshall se dirigea vers l'arrière de la maison, se faufilant dans l'ombre avec l'aisance d'un soldat de carrière. La porte coulissante arrière était déverrouillée, une sécurité négligée qui allait s'avérer coûteuse. Il se glissa à l'intérieur par la cuisine, remarquant les appareils électroménagers coûteux et les plans de travail en granit. Quel que soit le métier de Brian, il était bien payé. Des voix s'élevèrent de l'avant de la maison. Marshall suivit le bruit. Ses bottes silencieuses sur le parquet. Il se plaça derrière un demi-mur qui séparait la cuisine du salon, observant la scène tel un prédateur observant sa proie. Candace se tenait près de la cheminée, vêtue d'une robe rouge que Marshall n'avait jamais vue auparavant. Ses cheveux auburn étaient coiffés différemment, plus courts, plus sophistiqués. Elle était magnifique et totalement étrangère à ses yeux, comme une étrangère portant le visage de sa femme. Brian Mcgowan avait un bras autour de sa taille avec une possessivité désinvolte, l'autre main tenant une bière. « Je pense toujours que Marshall pourrait arriver en avance, » disait Dina. « Il a toujours été imprévisible. »« Il ne le fera pas, » répondit Candace avec une certitude qui fit serrer la mâchoire de Marshall. Son avion n'atterrit que mardi prochain. De plus, même s'il rentrait tôt, il irait d'abord à la maison. On serait prévenu longtemps à l'avance. Brian rit doucement, le son s'adoucissant contre la nervosité de Marshall. Du calme, ma puce. Même si G.I. Joe débarque, que va-t-il faire? Tu demandes le divorce de toute façon, et j'ai déjà parlé à mon avocat de la question de la garde. Quelle question de garde? Demanda Neil Campbell. Eh bien, Grace a eu quelques accidents ces derniers temps, dit Brian avec un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. Quelques passages aux urgences, des blessures inexpliquées. La pauvre fille est vraiment maladroite depuis que son père est déployé. Les services sociaux pourraient devoir intervenir si la situation persiste. Marshall serra les poings. Ce salaud construisait une histoire écrite, créant un récit qui dépeindrait Grace comme sujette aux accidents, tout en s'exonérant, lui et Candace, de toute responsabilité. C'était une manipulation sophistiquée qui témoignait d'expérience et de planification. C'est terrible, dit Dina, même si son ton suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Peut-être que Grace serait mieux avec une figure paternelle plus stable. Candace hocha la tête. Brian a été merveilleux avec elle. Il lui apprend la discipline et le respect, des choses que Marshall ne s'est jamais donné la peine de faire parce qu'il était toujours déployé. La discipline? Murmura Marshall, pensant aux brûlures de cigarettes sur les côtes de sa fille. Brian attira Candace plus près, sa main glissant plus bas sur sa hanche. Les enfants ont du potentiel, mais elle a besoin d'une main ferme. Marshall était trop doux, trop permissif. C'est pour ça qu'elle est si provocante maintenant. Assez provocante pour renverser du jus sur tes nouvelles chaussures, rit Candace. Et le bruit résonna comme du verre brisé aux oreilles de Marshall. Les enfants apprennent vite quand il y a de vraies conséquences, répondit Brian. Croyez-moi, elle ne refera plus cette erreur. Marshall en avait assez entendu. Plus qu'assez. Il sortit de derrière le mur et pénétra dans le salon avec la grâce silencieuse de la mort. Eh bien, c'est douillet, dit Marshall doucement. La conversation s'éteignit instantanément. Le visage de Candace devint blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. La main de Brian Mcgowan se crispa sur sa bouteille de bière, son corps se tendant comme un animal acculé. Les autres invités se contentèrent de fixer du regard, leurs expressions oscillant entre la surprise, la gêne et la peur. Marshall, haleta Candace en pressant une main contre sa poitrine. Tu es la première surprise, dit Marshall d'une voix dénuée de toute chaleur. Son regard allait de personne en personne, cataloguant leurs réactions, leur position, leur niveau de menace potentielle. De vieilles habitudes venues d'endroits dangereux. Brian s'avança,
gardant toujours son bras autour de Candace. « Salut, soldat. Bienvenue à la maison. On était juste en train de fêter ça, termina Marshall. Je le vois bien. Dis-moi, Brian, depuis combien de temps es-tu ma femme? La vulgarité frappa la pièce comme un coup de poing. Dina halta. Neil s'étouffa avec son verre. Le visage de Brian s'assombrit de colère et d'autres choses. De la peur, peut-être, ou un calcul. Écoute, mon pote. Brian commença à prendre une tournure agressive. Tu ne peux pas juste 8 mois. Candace l'interrompit, le menton levé d'un air de défi. Ça fait 8 mois, Marshall. Et je ne suis pas désolé. L'aveu flottait dans l'air comme un gaz toxique. Marshall hocha lentement la tête comme si elle confirmait un bulletin météo. 8 mois, répéta-t-il. C'est un timing intéressant. C'est à peu près à ce moment-là que Grace a commencé à avoir ses accidents. Les yeux de Brian se plissèrent. Qu'est-ce que tu insinues? Marshall fit un pas en avant, sa posture détendue, mais dégageant un potentiel mortel. Je n'insinue rien. J'énonce des faits. Fait 1, ma fille a perdu 3 doigts. Fait 2, elle a 7 brûlures de cigarettes sur le torse. Troisième fait, elle m'a raconté exactement comment elle avait contracté ses blessures et qui les lui avait infligées. Le silence régnait dans la pièce, à l'exception du tic-tac d'une coûteuse horloge de parquet. Le visage de Brian oscillait entre émotion, surprise, colère, calcul, et enfin une froide détermination. Tu as toujours été un salaud paranoïaque, dit Brian. Enfin. Cette gamine raconte des histoires depuis le premier jour. Elle est perturbée, Marshall. Probablement à cause d'un père violent qui n'est jamais à la maison. Père violent, répéta Marshall pensivement. C'est bien là ton histoire? Candace s'avança, la voix tremblante de peur ou de rage. Marshall, tu dois partir. C'est la maison de Brian, et tu n'es pas le bienvenu. Le sourire de Marshall était terrible à voir. Tu as tout à fait raison, Candace. C'est la maison de Brian, et tu as tout à fait raison, je ne suis pas le bienvenu. Il marqua une pause, laissant l'instant s'étirer. Le fait est que je ne partirai pas sans avoir une conversation complète sur les blessures de ma fille, toutes, en détail. La menace dans sa voix était indéniable, et Brian avait dû l'entendre car sa main se dirigea légèrement vers sa ceinture. Un indice suggérant qu'il portait une arme dissimulée. Je crois que la fête est finie, dit Brian prudemment. Peut-être que tout le monde devrait rentrer chez soi et on pourra régler ça plus tard, quand les émotions seront moins fortes. Des émotions? Le rire de Marshall fut fracassant. Mon frère, tu n'as pas encore vu mes émotions, mais tu vas les voir. Il se tourna pour s'adresser à la salle. Dina, Neil, tous les autres. Vous avez exactement 60 secondes pour quitter cette maison. Ce qui se passera ensuite ne regarde que moi, ma femme et l'homme qui a mutilé ma fille. Personne ne bougea un instant. Puis Diana attrapa son sac à main. Marshall, s'il te plaît, ne fais rien que tu puisses regretter. Oh, je ne regretterai rien, répondit Marshall sans quitter Brian des yeux. Mais je ne peux pas en dire autant des autres. Les invités sortirent rapidement, ne laissant que Marshall, Candace et Brian dans le salon soudain caverneux. Dehors, les moteurs des voitures démarrèrent et disparurent dans la nuit. Allons, dit Marshall d'un ton aimable. Parlons des conséquences. Chapitre 3, l'art de la guerre. Le silence dans le salon de Brian Mcgowan s'étira comme un fil tendu, prêt à rompre. Marshall resta parfaitement immobile, les mains détendues à ses côtés, tandis que Brian et Candace se postaient près de la cheminée, tels des animaux acculés en quête de protection. Marshall, laisse-moi t'expliquer. Candace commença à prendre le ton suppliant qu'elle employait autrefois lorsqu'elle était prise en flagrant délit de petits mensonges, d'anniversaires oubliés, de petits achats, de tromperies inoffensives qui semblaient désuètes comparées à cette trahison. Explique quoi exactement, demanda Marshall d'un ton conversationnel. Explique comment tu as laissé ton petit ami torturer notre fille de 4 ans. Explique comment tu lui as annoncé ma mort, ou explique comment tu as touché mes indemnités de décès pendant que j'esquivais des engins explosifs improvisés en Afghanistan. La main de Brian se rapprocha de nouveau de sa ceinture. Marshall suivit le mouvement en vision périphérique tout en gardant un contact visuel avec sa femme. Je n'ai jamais voulu que Grace soit blessée, dit Candace, les larmes aux yeux. Brian essayait juste de la discipliner et elle était si difficile. Arrête.
La voix de Marshall transperça ses mots comme une lame. Arrête de parler tout de suite. L'autorité absolue dans son ton, aiguisée par des années à commander des hommes dans des situations de vie ou de mort, eut un effet immédiat. La bouche de Candace se ferma brusquement, ses yeux écarquillés par une peur qu'elle n'avait jamais vue auparavant chez son mari. Marshall sortit son téléphone et le brandit pour qu'ils puissent tous deux voir l'écran. J'enregistre cette conversation depuis mon arrivée. Chaque mot, chaque confession, chaque aveu de maltraitance infantile. C'est déjà téléchargé sur un serveur sécurisé et copié dans 3 agences différentes. Le visage de Brian devint blême. Ce n'est pas légal. On ne peut pas enregistrer les gens sans. La Caroline du Nord est un État à consentement unique, répondit calmement Marshall. Je peux enregistrer toutes les conversations auxquelles je participe. Et puisque cette conversation porte sur les abus systématiques infligés à ma fille, j'imagine que les autorités seront très intéressées par les détails. Candace s'affala sur une chaise. Le poids de sa situation la frappait enfin de plein fouet. Marshall, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut aller voir un thérapeute. On peut aller voir un thérapeute. Le rire de Marshall était dénué d'humour. Candace, tu as vu un homme couper les doigts de ta fille avec un sécateur. Tu as participé à la brûler avec des cigarettes. Tu lui as dit que j'étais mort pour la briser. Il n'y a pas d'explication. Brian a finalement agi, attrapant l'arme à sa ceinture avec une rapidité maîtrisée. Mais Marshall l'attendait. Avant que les doigts de Brian ne puissent se refermer sur la poignée, Marshall était en mouvement. 15 ans d'entraînement au combat au corps à corps condensé en 3 secondes de violence fluide. La main gauche de Marshall saisit le poignet de Brian tandis que sa droite lui enfonçait un coude dans le plexus solaire. Brian se pencha en avant, haletant, et Marshall le soulagea de son arme. Un Glock 19 avec une balle chambrée. Un Glock 19, observa Marshall, vérifiant l'arme avec une efficacité professionnelle. Un bon choix, fiable, simple, efficace. Il éjecta le chargeur, vida la chambre et lança les pièces dans différentes directions. Bien sûr, ce n'est efficace que si on peut réellement le dégainer. Brian était à genoux, se tenant la poitrine, luttant pour respirer. Candace s'était calée contre le dossier de sa chaise comme si elle pouvait disparaître dans le rembourrage. Voilà ce qui va se passer, dit Marshall, sa voix prenant le ton calme et mesuré qu'il utilisait pour les briefings de mission. Candice, tu vas faire un seul sac et quitter cette maison ce soir. Tu ne contacteras pas Grace. Tu ne t'approcheras pas de chez nous. Et tu ne tenteras pas d'interférer avec la procédure de divorce. Marshall, c'est aussi ma fille. Non. Ce mot a fait l'effet d'un coup de poing. Les mères ne regardent pas leurs enfants se faire torturer. Les mères ne participent pas aux abus. Tu as perdu tout droit à ce titre dès l'instant où tu as choisi ce morceau de peau plutôt que ton propre enfant. Marshall reporta son attention sur Brian qui avait réussi à se relever, mais qui respirait encore avec difficulté. Et toi? Tu vas disparaître définitivement ce soir. Tu ne peux pas me menacer. Brian haleta. J'appelle la police. Tu ne feras rien. Marshall l'interrompit. Parce que si tu restes dans cet état, si jamais tu t'approches à moins de 160 km de ma fille, je te traquerai et te ferai regretter ta vie. Sa voix était pleine de promesses, et Brian semblait la reconnaître. Son visage oscillait entre bravade, calcul, et enfin pure peur. Marshall fouilla dans sa poche et en sortit un petit appareil, un traceur GPS pas plus gros qu'une pièce de monnaie. C'est un équipement de surveillance de qualité militaire. Totalement indétectable, totalement intraçable et parfaitement efficace jusqu'à 80 km. J'en ai 6 autres identiques. Il lança le traceur à Brian, qui le saisit par réflexe. C'est ton agent de probation, continua Marshall. Si jamais il cesse de s'éloigner de la Caroline du Nord, s'il revient vers ma famille, je le saurai et je viendrai te chercher. C'est insensé, dit Brian. Mais sa voix manquait de conviction. Tu ne peux pas quoi? Protéger ma fille. Assurer sa sécurité. Tu sembles croire que les règles normales s'appliquent ici. Ne fais pas ça. Le sourire de Marshall était glacial. J'ai passé 15 ans à apprendre à traquer, capturer et éliminer les menaces à la sécurité nationale. Tu n'es qu'une cible de plus. Candace retrouva sa voix. Marshall, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Pense à Grace.
Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de ne plus jamais vous revoir, dit Marshall d'un ton neutre. Elle a besoin d'une thérapie, de soins médicaux et de temps pour guérir du traumatisme que vous lui avez infligé. Ce dont elle n'a pas besoin, ce sont des parents qui pensent que les cisailles de jardin sont des outils disciplinaires appropriés. Marshall sortit de nouveau son téléphone et leur montra un nouvel écran. J'étais occupé pendant notre conversation. Les services de protection de l'enfance ont été prévenus. Le FBI a été prévenu. La maltraitance des enfants entre États devient une affaire fédérale lorsqu'un parent est militaire. Le noyau JAG a été prévenu car cela affecte mon habilitation de sécurité et mon statut de déploiement. Il passa à un autre écran. Ta sœur Dina a reçu un colis très intéressant il y a environ 10 minutes. Des photos de Candace des blessures de Grace, des enregistrements audio des confessions de ce soir et un rapport détaillé. Chronologie des événements. Elle est probablement en train d'appeler ta mère en ce moment même. Le visage de Candace se décomposa. L'opinion de sa famille comptait plus que tout pour elle. C'était sa plus grande faiblesse et avait toujours été la source de son besoin d'approbation et de prestige. L'agence d'assurance de Brian a reçu un traitement similaire, poursuivit Marshall. C'est incroyable comme la nouvelle se répand vite dans les petites communautés. J'imagine que son entreprise sera très intéressante au cours des prochaines semaines. Le visage de Brian était passé du pâle au vert. Son assurance dépendait entièrement de sa réputation et de sa confiance, des biens qui s'évaporaient rapidement lorsque des accusations de maltraitance d'enfants faisaient surface. « Tu veux nous détruire » dit Brian. « Non » répondit Marshall. « Je veux protéger ma fille. Te détruire n'est qu'un effet secondaire agréable. » Marshall s'approcha de la fenêtre et regarda à travers les stores. « Tu as 30 minutes pour emballer tout ce que tu peux mettre dans ta voiture, Brian. Après ça, je commence à téléphoner à des gens bien moins raisonnables que moi. » « Quelle personne ?» demanda Candace. Le sourire de Marshall était véritablement terrifiant. « Savais-tu que 3 de mes hommes étaient dans mon armée? Des amis habitent à proximité en voiture? Jake Cross dirige une entreprise de sécurité privée à Raleigh. Ralph Best travaille pour une entreprise spécialisée dans le recouvrement d'actifs, les affaires juridiques et autres. Derek Schultz vient de quitter le centre-ville et cherche du travail en freelance. » Il marqua une pause pour digérer. Ce sont des hommes qui ont passé des années dans des endroits où la justice se mesure en douille de laiton et en housse mortuaire. Ils ont des compétences très spécifiques et sont extrêmement loyaux envers les familles de leurs amis, surtout lorsqu'il y a des enfants blessés. Brian se dirigeait déjà vers l'escalier, son instinct de survie prenant finalement le pas sur sa fierté. Candace resta figée sur sa chaise, les larmes aux yeux. « Marshall, s'il te plaît, murmura-t-elle. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais Grace est toujours mon bébé. Je l'aime. » Marshall s'agenouilla près de sa chaise, sa voix douce pour la première fois de la soirée. « Candace, je sais que tu penses l'aimer, mais l'amour ne brûle pas les enfants avec des cigarettes. L'amour ne coupe pas les doigts. L'amour ne choisit pas les petits amis violents plutôt que les filles innocentes. » Il se leva, le visage de nouveau dur. « Tu as eu 8 mois pour choisir Grace, 8 mois pour la protéger, pour quitter Brian, pour être mère. Au lieu de cela, tu as choisi de participer à sa torture. Ce choix a des conséquences. » Des bruits de bagages frénétiques parvinrent de l'étage. Marshall regarda sa montre. Brian était efficace même sous l'emprise de la peur. Bien. L'efficacité faciliterait cette transition pour tout le monde. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Candace. « Maintenant, vous disparaissez toutes les deux de nos vies, dit simplement Marshall. Grace reçoit la thérapie et les soins médicaux dont elle a besoin. Je demande le divorce et la garde exclusive, et nous continuons tous nos vies. Et si nous ne disparaissons pas ?» L'expression de Marshall ne changea pas, mais quelque chose dans son regard fit reculer Candace dans son fauteuil. Puis je cessai d'être raisonnable. Et croyez-moi, Candace, vous ne voulez vraiment pas voir à quoi ressemble l'irrationnel. Chapitre 4. Fantômes et ombres. 3 jours après la confrontation chez Brian, Marshall était assis dans la salle d'attente stérile du Cap Fear Valley Health System pendant que Grace subissait son 3e examen médical. Les médecins voulaient tout documenter. Les doigts manquants, les brûlures de cigarettes, le traumatisme psychologique. Chaque examen était nécessaire, mais il semblait être une nouvelle atteinte à l'innocence de sa fille. Le docteur Patricia Cahill, chirurgienne pédiatrique au regard bienveillant et aux mains sûres,
sortit de la salle d'examen et prit place à côté de Marshall. Les dommages aux doigts de Grace étaient précis, dit-elle prudemment. Celui qui a fait ça savait exactement où couper pour provoquer un traumatisme maximal tout en évitant les gros vaisseaux sanguins. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un qui a agi sous l'emprise de la rage. La mâchoire de Marshall se serra préméditée. C'est mon avis. Oui. Les brûlures sont également stratégiquement placées, dissimulées par des vêtements conçus pour causer de la douleur sans laisser de cicatrices visibles. Cela en dit long sur quelqu'un d'expérimenté en matière de traumatisme contrôlé. Dr Cahill il a tendu un dossier à Marshall. J'ai tout documenté pour la procédure judiciaire. Mais Marshall, je veux que tu comprennes que Grace aura besoin d'une thérapie intensive. Les blessures physiques guériront, mais les dommages psychologiques, eux, prendront du temps. Combien de temps? Des années, probablement. Et ce, avec une aide professionnelle et un environnement stable. Des enfants aussi jeunes qui subissent la cruauté délibérée de leurs parents. Cela change fondamentalement leur vision du monde. Marshall a étudié les photos médicales du dossier. Chaque image s'est gravée dans sa mémoire. Les petites mains de Grace, son torse marqué de cicatrices, le regard hanté dans ses yeux pendant l'examen. Des preuves d'une cruauté systématique qui alimenterait sa rage pour le restant de ses jours. Il y a autre chose, a poursuivi le docteur Cahill. Lors de notre évaluation psychologique, Grace a mentionné d'autres incidents, des choses qui se sont produites pendant votre déploiement, mais avant l'incident du doigt. Je pense que ces abus s'intensifient depuis des mois. De quel genre d'incident s'agit-il? Isolement, être enfermé dans des placards ou au sous-sol pendant des heures. Privation de nourriture, être envoyé au lit sans repas en guise de punition pour des infractions mineures. Émotionnel. Manipulation, s'entendre dire que vous étiez mort, que vous l'aviez abandonné, qu'elle ne valait rien. Chaque révélation frappait Marshall comme un coup dur. Alors qu'il servait son pays, confiant à sa femme la protection de leur fille, Grace vivait un cauchemar qui s'est progressivement aggravé jusqu'à aboutir à une mutilation. Le téléphone de Marshall vibra, accompagné d'un SMS de Dick Sims. Colis livré comme prévu. Une vidéo confirme la réception. Marshall avait demandé à Dick de remettre des copies des preuves à plusieurs personnes clés, non seulement aux autorités, mais aussi aux membres de la communauté qui avaient besoin de connaître la vérité avant que Candace et Brian puissent construire leur propre récit. Dr Cahill, j'ai une question à vous poser, dit Marshall. Ce type de maltraitance systématique est-il fréquent? Plus fréquent qu'on ne voudrait l'admettre. Il implique généralement un parent ayant la garde de l'enfant et un partenaire amoureux qui considère l'enfant comme un concurrent ou un obstacle. La maltraitance a deux objectifs, contrôler l'enfant et démontrer son pouvoir sur le parent ayant la garde. Brian affirmait donc sa domination sur Grace et Candace. Cela correspondrait aux schémas observés. La question est de savoir pourquoi votre femme a plutôt participé. De protéger Grace. Marshall se posait la même question. La Candace qu'il avait épousée 8 ans plus tôt était nourricière, protectrice, farouchement maternelle. La femme qui avait vu Brian mutiler leur fille était une toute autre. Ou peut-être quelqu'un qui avait toujours existé sous la surface, attendant que les circonstances favorables se présentent. Son téléphone a sonné. L'identification de l'appelant indiquait Jake Cross, l'un des camarades de l'armée dont il avait parlé à Brian. Marshall est sorti pour prendre l'appel. Marshall, j'ai eu ton message. La voix de Jake était tendue par une colère contenue. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas vraiment laissé ce petit bout de toi s'en aller. Il est parti. Il a quitté la ville le soir même où je l'ai confronté. Parti où? D'après le traceur que j'ai installé sur sa voiture, il est en Caroline du Sud. Il semble se diriger vers la Floride. Et sa femme, Candace, est hébergée par sa sœur à Wilmington. Elle a contacté un avocat spécialisé en divorce, mais elle n'a pas essayé de voir Grace ni d'intervenir dans la procédure de garde. Jake est resté silencieux un instant. Tu sais, Marshall, il existe des moyens de s'assurer qu'ils ne redeviennent plus jamais un problème. Des moyens permanents. L'offre flottait entre eux. Marshall connaissait Jake depuis 12 ans et avait servi à ses côtés en Afghanistan. Jake était un homme d'action, quelqu'un qui croyait que les problèmes devaient être résolus définitivement. Son entreprise de sécurité privée employait de nombreux anciens militaires qui partageaient cette philosophie. J'apprécie l'offre, dit Marshall prudemment. Mais je m'en occupe. Tu es sûr? Parce que si jamais ça se reproduit, s'il pense à nouveau à ta petite fille,
alors je m'en occuperai moi-même, termina Marshall. Mais Jake, j'aurai peut-être besoin d'une assistance technique pour la surveillance. D'une assistance juridique, peu importe ce dont tu as besoin. Ralph Best a des relations dans le milieu juridique, et Derek Schultz dirige un système de surveillance assez sophistiqué. Nous pouvons les surveiller tous les deux indéfiniment. Après avoir raccroché, Marshall retourna à l'hôpital et trouva Grace assise dans la salle d'attente avec une psychologue pour enfants nommée Jessica Dixon. Grace dessinait avec sa main. Indemne. Des images sombres et troublantes qui parlaient du chaos qui régnait dans son jeune esprit. Papa, appela Grace lorsqu'elle je l'ai vu. Le docteur Jessica dit que je peux dessiner mes sentiments, mais mes dessins sont toujours effrayants. Marshall s'agenouilla près de sa chaise et examina les dessins. L'un représentait un bonhomme allumette dans un garage, entouré de personnages plus grands avec des objets pointus. Un autre représentait une maison avec des fenêtres comme des yeux et une porte comme une bouche hurlante. Le troisième était simplement des gribouillis noirs recouvrant toute la page. Il est normal de dessiner des images effrayantes. Le docteur Dixon expliqua, l'art-thérapie aide les enfants à surmonter les traumatismes. Grace exprime ses sentiments de manière saine. Marshall observa le visage de sa fille. Toujours belle malgré le traumatisme. Toujours innocente malgré tout ce qu'elle avait enduré. Grace, ma chérie, te souviens-tu des histoires que papa te racontait sur les braves chevaliers qui protégeaient les gens des monstres? Grace hocha la tête solennellement. Eh bien. Papa est une sorte de chevalier, et mon travail est de m'assurer que les monstres ne puissent plus jamais te faire de mal. Tu y crois? Oui, papa. Mais si les monstres revenaient? L'expression de Marshall se durcit. Alors, papa fera ce que les chevaliers font aux monstres. Le docteur Dixon haussa un sourcil à l'échange, mais Marshall s'en fichait. Sa fille avait besoin de se sentir en sécurité, et le seul moyen de la garantir était de démontrer que les menaces seraient réprimées avec une force écrasante. Ce soir-là, après avoir installé Grace chez Dick Sims pour une nouvelle nuit, Marshall retourna chez lui pour la première fois depuis la découverte de ses blessures. La maison lui semblait vide, contaminée par la connaissance de ce qui s'était passé pendant son absence. Il parcourut chaque pièce méthodiquement, recueillant des preuves de la trahison de Candace et des souffrances de Grace. Dans la chambre de Grace, il trouva le matériel de premier secours qui avait été utilisé pour soigner ses blessures. Gaz, antiseptique, analgésique, le tout caché dans une boîte à chaussures sous son lit, suggérant que ses blessures avaient été délibérément dissimulées. Dans la chambre principale, Marshall découvrit des traces de la présence prolongée de Brian, des vêtements d'homme, des articles de toilette, et même un double des clés de son escalade. Le niveau de confort et de présomption était stupéfiant. Brian n'avait pas seulement eu une liaison avec Candace. Il vivait chez Marshall, dormait dans son lit et torturait sa fille. Le téléphone de Marshall vibra, un appel d'un numéro inconnu l'appelant. Il répondit prudemment, « Sergent Wallace, ici l'agent Andrea Samson du FBI. J'ai cru comprendre que vous avez signalé un cas de maltraitance infantile ayant des implications fédérales. » C'est exact. J'aimerais organiser un entretien avec vous et votre fille. Nous devrons examiner toutes les preuves et déterminer la suite à donner aux accusations. Marshall ressentit une satisfaction sombre. La justice commençait à tourner, mais lentement. La sienne, elle, tournait beaucoup plus vite. Agent Samson, je dois vous informer que le principal coupable a fui l'État. Je crois qu'il se trouve actuellement en Floride. Nous nous chargeons de l'arrestation, sergent. En attendant, je veux que vous me promettiez de ne prendre aucune mesure contre les suspects seuls. Marshall resta silencieux un long moment. Je vous promets de ne rien faire d'illégal. Ce n'était pas exactement la promesse demandée par l'agent Samson, mais c'était la seule que Marshall pouvait faire en toute bonne conscience. Car, même s'il n'enfreindrait aucune loi, il utiliserait tous les moyens légaux à sa disposition pour s'assurer que Brian Msegawan et Candace Wallace ne menacent plus jamais sa fille. Et s'il tentait de revenir, s'il tentait de s'en prendre à Grace à nouveau, eh bien, il existait de nombreux moyens légaux pour neutraliser les menaces. Marshall devait simplement faire preuve de créativité. En raccrochant, Marshall commença à planifier. La première phase, la documentation et les procédures judiciaires, étaient en cours. La deuxième phase exigerait plus de finesse, plus de patience et le genre de réflexion stratégique qu'il avait maintenu en vie lors de 3 déploiements au combat. Brian Msegawan et Candace Wallace pensaient pouvoir disparaître dans une nouvelle vie, laissant le traumatisme de Grace derrière eux comme un souvenir désagréable.
Ils étaient sur le point de comprendre à quel point ils avaient tort. Marshall Wallace n'oubliait jamais un ennemi, et il ne pardonnait jamais une menace envers sa famille. Chapitre 5. La patience du chasseur. 2 semaines après le départ de Candace et Brian, Marshall était assis dans le bureau de son avocat, Lloyd Clark, et examinait des documents de divorce qui ressemblaient à une opération militaire. Précis, complet et conçu pour une victoire totale. Lloyd était un ancien officier du JAG qui comprenait à la fois les complexités juridiques et les enjeux émotionnels de ce genre d'affaires. « Je n'ai jamais vu de documentation aussi complète », dit Lloyd en étalant les preuves sur son bureau en acajou. Dossiers médicaux, enregistrements audio, aveux vidéo, déclarations de témoins, rapport du FBI. Marshall, vous avez monté un dossier qui les condamnerait tous les deux au pénal, sans parler du tribunal des affaires familiales. Je veux la garde complète, répondit Marshall. L'autorité parentale complète, pas de droit de visite pour Candace, et une ordonnance restrictive qui couvre Grace, moi et toute future famille que nous pourrions avoir. Une future famille. Le visage de Marshall s'assombrit. Je veux m'assurer que si je me remarie, si Grace a une belle-mère ou des frères et sœurs, ils seront protégés de toute tentative de représailles. Lloyd hocha la tête d'un air sombre. Compris. Et le partage des biens? Candace peut avoir la moitié de la valeur de la maison et la moitié de notre compte épargne. Je veux tout le reste. Le fonds d'études de Grace, mes avantages militaires, les véhicules, tous les biens personnels. C'est généreux compte tenu des circonstances. C'est stratégique, corrigea Marshall. Je veux que ce divorce se déroule rapidement et discrètement. Plus ça traîne, plus ils ont de chances de causer des problèmes. De plus, l'argent n'a pas d'importance. Grace compte. Le téléphone de Lloyd sonna et il répondit en fronçant les sourcils. Oui, passez-la. Il regarda Marshall. C'est l'avocat de Candace. Ils veulent négocier la garde des enfants. Le sourire de Marshall était franc. Dites-leur que nous acceptons leur reddition sans condition. Sinon, nous les verrons au tribunal. Pendant que Lloyd traitait l'appel, Marshall consultait les mises à jour de son réseau de surveillance. J. Cross avait tenu parole. Brian Msegawan était surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par une rotation d'enquêteurs privés issus de l'armée. Les rapports étaient une lecture intéressante. Brian était allé directement à Tampa, en Floride, où il avait réservé une chambre dans un motel bon marché sous un faux nom. Il avait pris contact avec un certain Mario Cotton. Apparemment, un ancien associé qui dirigeait une petite entreprise de trafic de drogue solitaire. Brian essayait de s'établir en Floride, prévoyant probablement de repartir à zéro avec une nouvelle identité et une nouvelle entreprise. Ce que Brian ignorait, c'est que Mario Cotton était déjà sous surveillance du FBI pour des accusations de racket. Son association avec lui le signalerait automatiquement à une enquête plus approfondie, un fait que Marshall avait veillé à faire parvenir aux bonnes personnes grâce à des informations soigneusement anonymes. Candace, quant à elle, séjournait chez sa sœur Dina à Wilmington, mais la dynamique familiale se détériorait rapidement. La distribution de preuves par Marshall avait créé une tempête dans la famille Glass. La mère de Candace, Alma Lindsay, l'avait complètement renié après avoir vu les photos des blessures de Grace. Son père avait menacé de porter plainte lui-même pour agression si Candace les recontactait. L'isolement social était exactement ce que Marshall espérait. Sans soutien familial ni ressources financières, Candace devenait de plus en plus désespérée et instable. Les personnes désespérées commettent des erreurs. Les personnes instables commettent des erreurs plus graves. Lloyd a terminé son appel et est retourné au document. L'avocat de Candace invoque une folie passagère, une dépression nerveuse et des manipulations de la part de Brian Msegawan. Il demande des visites surveillées et la garde partagée. Que leur avez-vous dit? Je leur ai dit que Grace avait été mutilée par un homme que Candace avait invité chez notre cliente et que Candace avait participé aux abus. J'ai suggéré qu'ils se concentrent sur le fait d'éviter la prison à leur cliente plutôt que de négocier la garde. Le téléphone de Marshall a vibré, avec un SMS de Dick Sims. Grace demandait encore des nouvelles de sa mère. Comment gérer ça? Marshall a répondu. Dites-lui que sa mère est malade et qu'elle doit aller mieux avant de pouvoir revoir Grace. Ce n'est pas un mensonge. La vérité était plus compliquée. Grace demandait effectivement des nouvelles de Candace de plus en plus souvent, mais ses questions étaient contradictoires. Elle voulait voir sa mère, mais elle était aussi terrifiée à l'idée d'être à nouveau blessée.
Le docteur Jessica Dixon avait expliqué que c'était normal pour les enfants maltraités. L'amour et la peur cohabitaient souvent dans les relations avec des parents violents. Lloyd, j'ai besoin que vous déposiez une requête supplémentaire, a dit Marshall. Je veux que Candace subisse une évaluation psychologique complète avant d'être autorisée à entrer en contact avec Grace. Et je veux que Brian McGowan soit ajouté à l'ordonnance restrictive, même s'il n'est pas le père biologique de Grace. Pour quel motif? Il agissait en tant que parent lorsqu'il vivait chez moi. Il a infligé les violences physiques et représente une menace permanente pour la sécurité de Grace. Lloyd a pris des notes sur son bloc-notes. Je peux argumenter que c'est inhabituel, mais compte tenu des circonstances, un juge pourrait l'autoriser. Le téléphone de Marshall a sonné. Agent Andrea Sampson du FBI. Sergent Wallace, j'ai des nouvelles de votre affaire. Nous avons localisé Brian Msegawan à Tampa, et les autorités locales se coordonnent avec nous pour une arrestation. Nous engageons également des poursuites fédérales contre votre femme pour complot et non-dénonciation de maltraitance d'enfants. Quand les arrestations auront-elles lieu? Msegawan devrait être en détention dans les 48 heures. Votre femme? C'est plus compliqué. Son avocat négocie une reddition et il demande un accord de plaidoyer. Marshall sentit une froide satisfaction lui couler dans les veines. Quel genre d'accord de plaidoyer? Plaidoyer de culpabilité pour mise en danger d'enfants en échange d'une peine avec sursis et d'une probation surveillée. Pas de peine de prison, mais la perte définitive des droits parentaux et l'enregistrement comme auteur de maltraitance d'enfants. C'était plus que ce que Marshall avait osé espérer. Candace perdrait définitivement la grâce, légalement et définitivement. Elle serait également marquée à vie comme agresseuse d'enfants, ce qui la rendrait presque impossible de travailler avec des enfants ou de se présenter comme victime dans de futures relations. Et Brian? Il fait l'objet de poursuites fédérales pour maltraitance d'enfants dans plusieurs États. Compte tenu de son casier judiciaire, il risque de 8 à 12 ans de prison fédérale. Antécédents judiciaires. Vous l'ignoriez? Brian Msegawan a déjà été condamné pour violence conjugale en Géorgie et en Caroline du Sud. Il a purgé 18 mois de prison pour agression aggravée contre une ex-petite amie en 2019. Votre femme a choisi un agresseur professionnel comme gardien de votre fille. Cette révélation a frappé Marshall comme un coup de froid. Candace n'avait pas simplement commis une erreur ou subi l'influence de Brian. Elle avait sciemment fait entrer un criminel violent chez eux et lui avait donné accès à Grace. La trahison était encore plus calculée qu'il ne l'avait imaginé. Après avoir raccroché, Marshall était assis dans le bureau de Lloyd, digérant cette nouvelle information. Tout prenait sens désormais. La connaissance précise de Brian pour infliger un traumatisme maximal. Son escalade systématique des violences, sa manipulation assurée de Candace et du système médical. C'étaient les actes d'une personne expérimentée. Marshall. La voix de Lloyd le ramena au présent. Qu'avait dit le FBI? Brian va en prison. Candace va perdre Grace définitivement. La voix de Marshall était neutre, sans émotion. Tout se déroule comme prévu. Mais même en le disant, Marshall savait que ce n'était pas la fin. Les peines de prison pouvaient être contestées, réduites ou commuées. Les ordonnances de protection pouvaient être violées. Les personnes désespérées agissaient parfois de manière désespérée, surtout lorsqu'elles n'avaient plus rien à perdre. Marshall avait protégé Grace d'un danger immédiat et avait assuré des conséquences juridiques à ses agresseurs. Mais une véritable protection exigeait plus que des documents juridiques et des peines de prison. Cela exigeait la vigilance et la préparation que Marshall avait apprises dans des endroits bien plus dangereux. En quittant le bureau de Lloyd, Marshall se fit un devoir de rappeler Jake Cross. Le réseau de surveillance devait être permanent, et non temporaire. Et il y avait d'autres préparatifs à faire, des systèmes de sécurité pour leur nouvelle maison, une formation d'autodéfense pour Grace lorsqu'elle serait plus âgée, des plans d'urgence pour chaque scénario de menace possible. Brian Msegawan et Candace Wallace apprendraient que détruire la famille de Marshall avait des conséquences bien au-delà des tribunaux et des cellules de prison. Ils apprendraient que certains ennemis ne cessent de traquer, de surveiller et n'oublient jamais. Marshall Wallace était un homme patient, mais patience n'était pas synonyme de pardon. Chapitre 6. Les sources du piège. Marshall se tenait dans la cuisine de sa nouvelle maison, observant les couleurs de grès à la table du petit déjeuner tandis que le soleil filtrait à travers les fenêtres blindées. 6 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation chez Brian, et la vie s'était installée dans une routine minutieuse axée sur la sécurité et la guérison.
La maison elle-même était une forteresse déguisée en maison de banlieue. L'entreprise de sécurité de Jack Cross avait installé des caméras de surveillance ultramodernes, des détecteurs de mouvement et un système d'alarme relié directement à la police locale et à l'équipe d'intervention rapide de Jack. Les portes étaient en acier renforcé, les fenêtres en verre balistique, et la salle sécurisée au sous-sol pouvait résister à tout, sauf aux explosifs de qualité militaire. « Papa, regarde », dit Grace en brandissant son dernier dessin. Son art-thérapie avait considérablement progressé. Les images étaient encore parfois sombres, mais elles comportaient désormais des couleurs vives et des éléments porteurs d'espoir. Ce dessin en particulier représentait un château avec un brave chevalier protégeant une princesse d'un dragon. « C'est magnifique, ma chérie », dit Marshall, remarquant que Grace utilisait ses prothèses de doigts plus naturellement. L'équipe médicale de l'université du QI avait équipé des prothèses de pointe qui lui rendaient une dextérité quasi totale. « Racontez-moi l'histoire. » Le chevalier aime profondément la princesse, alors il combat tous les monstres qui lui veulent du mal. Et lorsqu'il gagne, ils vivent à jamais dans le château sécurisé. Marshall sourit sincèrement pour la première fois depuis des mois. Grace guérissait lentement mais sûrement. Les cauchemars étaient moins fréquents. Son appétit était revenu et elle apprenait à faire confiance à nouveau. Le docteur Jessica Dixon a qualifié cela de progrès remarquable pour une enfant ayant subi un traumatisme aussi systématique. Le téléphone de Marshall vibra, un SMS de Ralph Best lui parla. Colis en arrivée. Arrivée prévue dans 20 minutes. Marshall attendait ce contact depuis des semaines. Brian Msegawan avait été libéré de prison fédérale 2 mois plus tôt que prévu en raison de la surpopulation et de son bon comportement. Un événement qui avait déclenché toutes les alarmes du réseau de sécurité de Marshall. Le traceur GPS était hors service depuis longtemps, mais l'équipe de surveillance de Jack avait retrouvé la trace de Brian dès qu'il avait franchi la frontière de la Caroline du Nord. Apparemment, Brian n'avait pas retenu la leçon, il fallait rester loin de la famille de Marshall. Grace, ma chérie, oncle Dick va venir regarder des films avec toi pendant que papa s'occupe de ses affaires. Grace leva les yeux de son visage, ses yeux verts alertes. Est-ce à cause des monstres? Marshall s'agenouilla près de sa chaise. Peut-être, mais souviens-toi de nos exercices. Si quelque chose d'effrayant se produit, je vais dans la salle sécurisée et j'appuie sur le bouton rouge. Oncle Dick restera avec moi jusqu'à ton retour. C'est ma brave fille, Dick. Sims arriva dans les 10 minutes. Armé et alerte malgré son air désinvolte, Marshall l'avait briefé sur la situation et le vieux marine était prêt à tout. Tandis que Grace montrait des dessins à Dicker, Marshall se retira dans son bureau pour se préparer à la suite. Le dossier de renseignement de Ralph Best arriva pile à la date prévue, des rapports de surveillance détaillés sur les activités de Brian Msegawan depuis sa libération. Les informations étaient troublantes, mais pas surprenantes. Brian avait passé sa première semaine de liberté à traquer Candace à Wilmington. Elle travaillait comme serveuse dans un restaurant de relais routiers, vivant dans un studio au-dessus du bureau d'un agent de cautionnement. Sa famille avait maintenu son désaveu. Son divorce avait été réglé au prix fort, et son casier judiciaire rendait presque impossible un emploi décent. Brian avait convaincu Candace de l'aider à élaborer un plan pour récupérer Grace. Le plan était sophistiqué et révélait l'expérience criminelle de Brian. Il prétendait que Marshall souffrait de stress post-traumatique et était devenu violent et instable. Ils avaient fabriqué des preuves de comportement erratique, falsifié des documents médicaux suggérant une dépression nerveuse et même recruté de faux témoins prêts à témoigner sur les menaces et intimidations supposées de Marshall. Leur objectif final était de demander la garde d'urgence, prétextant que Grace était en danger immédiat à cause de la psychose d'origine militaire de son père. Une stratégie astucieuse qui exploitait les préjugés courants sur les anciens combattants tout en se présentant comme des parents inquiets essayant de sauver un enfant en danger. Ce que Brian et Candace ignoraient, c'est que leur plan était entièrement surveillé depuis le premier jour. Chaque appel téléphonique, chaque réunion, chaque faux document avait été enregistré par l'équipe de surveillance de Jack. Ils avaient involontairement créé un dossier détaillé de complots, de parjures et de tentatives de fraude. Le téléphone de Marshall sonna. La voix de Jack Cross s'était tendue par une excitation contenue. Il déménage, Marshall. Brian et Candace venaient de quitter Wilmington en voiture de location. Ils ont obtenu une ordonnance du tribunal fondée sur leurs preuves fabriquées, et ils se dirigent vers vous avec un shérif adjoint qui pense déposer une demande légitime de garde à vue d'urgence. Combien de temps me reste-t-il? 90 minutes, peut-être 2 heures. L'adjoint s'appelle Hubert Nash.
Il est clean, il fait juste son travail sur la base de fausses informations. Mais Brian porte à nouveau de l'arme, et Candace a un tasé. Il prévoit d'enlever Grace de force si nécessaire. Marshall sentit un calme familier l'envahir. Cette clarté glaciale qu'il avait maintenue en vie lors d'innombrables missions dangereuses. Êtes-vous en position? Mon équipe est en place. Ralph a préparé les documents juridiques. Drury coordonne avec l'agent du FBI Samson. Tout est prêt. Parfait. Qu'ils viennent. Marshall passa l'heure suivante au dernier préparatif. Il installa Grace et Dick dans la salle sécurisée, activa tous les systèmes de sécurité et examina les documents juridiques qui anéantiraient le dernier coup de Brian et Candace. Puis il s'installa dans son salon pour attendre, une tasse de café refroidissant sur la table à côté de lui. La sonnette retentit à 15h47 précise. Marshall ouvrit la porte et trouva l'adjoint Hubert Nash, un jeune homme au regard sérieux et à l'uniforme soigneusement repassé, entouré de Brian Msegawan et de Candace Wallace. Brian paraissait plus mince et plus ferme après son séjour en prison, tandis que Candace paraissait hagarde et désespérée. Sergent Wallace, l'adjoint Nash dit solennellement, j'ai une ordonnance du tribunal pour le transfert d'urgence de la garde de Grace Wallace. Je dois voir l'enfant immédiatement. Marshall examina l'ordonnance du tribunal, un chef-d'œuvre de falsification juridique qui aurait convaincu la plupart des gens. C'est un document important, adjoint Nash. Puis-je vous demander qui a fourni les preuves de cette ordonnance d'urgence? La mère et le beau-père de l'enfant ont exprimé des inquiétudes quant à votre état mental et à votre aptitude à être parent. Ils disposent de documents médicaux et de témoignages. Beau-père, le regard de Marshall se tourna vers Brian. J'ignorais que ma fille avait un beau-père. Brian s'avança, sa confiance reprenant. Candace et moi nous sommes mariés la semaine dernière. Grace est désormais légalement ma belle-fille, et nous sommes très inquiets pour sa sécurité dans cet environnement. Marshall hocha la tête pensivement. Félicitations pour le mariage. Puis-je voir le certificat de mariage? Brian sortit un document qui semblait officiel, mais qui ne résisterait pas à un examen approfondi. Marshall fit semblant de l'examiner, déclenchant en réalité une alarme silencieuse qui mettrait l'équipe de GEC en position. Il semble y avoir un problème avec vos documents, dit Marshall. Calmement. Quel genre de problème? Demanda l'adjoint Nash. Eh bien, pour commencer, Candace est déjà mariée. Pour moi, notre divorce n'a jamais été prononcé car elle a fui l'État avant la fin de la procédure. Ce certificat de mariage est donc frauduleux. Marshall a produit ses propres documents juridiques, des ordonnances judiciaires authentiques prouvant que le divorce était toujours en cours, qu'il conservait la garde exclusive de Grace et que Brian et Candace étaient tous deux soumis à des ordonnances restrictives leur interdisant de s'approcher à moins de 500 mètres de sa propriété. L'adjoint Nash a examiné les documents contradictoires avec une confusion croissante. Monsieur, je vais devoir vérifier ces documents auprès du tribunal. Bien sûr, a dit Marshall, mais je dois préciser que ces deux individus sont recherchés pour maltraitance d'enfants, complot, et maintenant apparemment fraude et parjure. La main de Brian se porta vers sa ceinture, mais Marshall était prêt. Je ne ferai pas ça, Brian. Tu risques déjà des accusations fédérales. Ajouter l'agression d'un témoin fédéral et les menaces contre un agent des forces de l'ordre n'améliorera pas ta situation. À ce moment-là, Jake Cross et son équipe sont sortis de dissimulation, armes au poing et posture professionnelle. L'agent du FBI Andrea Samson apparut au coin de la maison, son badge bien visible. Brian Msegawan, Candace Wallace, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, parjure, violation d'ordonnances restrictives fédérales et complot en vue de commettre un enlèvement. L'agent Samson annonça, l'adjoint Nash recula, la main sur sa radio. Agents fédéraux, ici l'adjoint Nash du comté de Cumberland. J'ai besoin d'une supervision à cet endroit. L'arrestation se déroula avec un professionnalisme efficace. Brian maintint sa résistance jusqu'au déclic des menottes. Puis, ses épaules s'affaissèrent, vaincues. Candace s'effondra complètement, sanglotant, pensant simplement qu'elle voulait voir sa fille. L'agent Samson Marshall déclara, à la fin de l'arrestation, je suppose que cela met fin à leur capacité à menacer ma famille. Entre les nouvelles accusations et les violations de leurs accords de plaidoyer existants, ils encourent tous deux une lourde peine de prison fédérale. Brian purgera probablement une peine de 8 à 12 ans. Candace, probablement de 4 à 6 ans. Marshall hocha la tête avec une satisfaction sombre, et l'ordonnance restrictive les ordres seront permanents.
permanent et applicable dans les 50 États. Même après leur libération, tout contact avec vous ou Grace entraînera une arrestation immédiate. Alors que les véhicules des forces de l'ordre disparaissaient dans sa rue, Marshall retourna à la salle sécurisée où Grace et Dick attendaient. Grace leva les yeux de son cahier de coloriage, l'air inquiet. « Les monstres sont partis, papa ?» Marshall s'agenouilla près d'elle et la serra dans ses bras. « Oui, ma chérie. Les monstres sont partis pour toujours. Promis. Je te le promets. Papa a veillé à ce qu'ils ne puissent plus jamais te faire de mal. » Tandis que Grace retournait à son dessin, Marshall repensa aux 6 mois de planification minutieuse qui avaient mené à ce moment. Brian et Candace étaient tombés dans un piège qui avait mis des mois à se tendre, construit par leur propre désespoir et leur comportement criminel. Ils avaient cru pouvoir déjouer un homme qui avait passé 15 ans à planifier des opérations militaires contre des ennemis bien plus dangereux. Ils avaient sous-estimé les ressources, l'intelligence et la détermination de quelqu'un qui protège sa famille. Plus important encore, ils avaient oublié que Marshall Wallace ne pardonnait jamais, et qu'il n'oubliait jamais. La guerre était finie. Marshall avait gagné complètement et définitivement. Grace était en sécurité. Les menaces étaient neutralisées et justice avait été rendue. Maintenant, ils pouvaient enfin commencer à construire une nouvelle vie ensemble. Une vie où Grace pourrait grandir sans peur, où elle pourrait avoir confiance que son père la protégerait toujours et où les monstres ne reviendraient jamais. Chapitre 7. Victoire absolue. 1 an plus tard, Marshall se tenait sur la terrasse arrière de sa nouvelle maison, regardant Grace jouer dans leur jardin clôturé avec leur nouveau chien, un berger allemand. Atlas, dressé à la fois comme compagnon et gardien, résonna dans le jardin tandis qu'Atlas attrapait délicatement un frisbee. Son instinct protecteur s'harmonisait parfaitement avec sa nature joueuse. Cicatrices de ses brûlures de cigarettes s'étaient estompées et n'étaient plus que des marques à peine visibles, et sa guérison psychologique avait été encore plus spectaculaire. Le téléphone de Marshall vibrait, signalant une mise à jour trimestrielle du service de surveillance de Jack Cross. Brian Msegawan était en 3e année d'une peine fédérale de 8 ans au maximum. Dans un établissement de haute sécurité de l'Ohio, il avait été classé comme détenu à haut risque après avoir tenté d'organiser une évasion et avait été placé en isolement permanent. Sa date de libération prévue avait été repoussée à 2034. Candace purgeait sa peine dans un établissement fédéral pour femmes en Virginie occidentale. Ses demandes de libération conditionnelle avaient été refusées à 2 reprises et les psychologues de la prison lui avaient diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale et des traits narcissiques rendant toute réinsertion improbable. Sa libération était possible au plus tôt en 2031, sous réserve d'un comportement irréprochable et de la réussite des programmes thérapeutiques obligatoires. Plus important encore, tous 2 étaient enregistrés comme délinquants fédéraux pour maltraitance d'enfants, ce qui impliquait une surveillance permanente, des restrictions d'emploi et une exclusion automatique de tout emploi impliquant des enfants. Même après leur libération, ils seraient des paras dans toute communauté qu'ils tenteraient de rejoindre. La victoire juridique avait été totale. Le divorce de Marshall avait été prononcé avec la garde exclusive, l'interdiction de visite et des ordonnances restrictives permanentes. Le nom de Grace avait été légalement changé en Grace Marshall Wallace, et Marshall avait entamé une procédure d'adoption pour officialiser son statut de parent unique. Toutes les voies légales s'offraient à Brian et Candace. L'idée de renouer avec Grace avait été définitivement abandonnée. Monsieur Wallace, une voix féminine s'éleva du devant de la maison. Marshall fit le tour de la maison pour trouver le docteur Alice Stewart, une psychologue pour enfants d'Asheville qui travaillait avec Grace depuis 6 mois. Le docteur Stewart était plus jeune que le docteur Dixon, mais tout aussi compétente. Grace avait noué avec elle une relation thérapeutique solide. Docteur Stewart, je ne vous attendais pas avant demain. Je voulais discuter des progrès de Grace avant notre séance. Elle a franchi une étape importante. Ses réactions traumatiques ont diminué au point que je pense que nous pouvons réduire nos séances à des bilans mensuels. Marshall sentit un poids se soulever de ses épaules. Elle guérit vraiment. Plus que de guérir, elle s'épanouit. Grace devient une enfant confiante et sûre d'elle, dotée d'une forte intelligence émotionnelle et d'une résilience remarquable. Les cauchemars ont cessé. Ses problèmes de confiance ont disparu et elle noue des liens affectifs sains. Le docteur Stewart marqua une pause, regardant Grace jouer avec Atlas dans le jardin. Marshall, je veux que vous compreniez à quel point ce rétablissement est extraordinaire. La plupart des enfants victimes de maltraitance systématique portent ces blessures pendant des années. La guérison de Grace témoigne de votre dévouement,
de la qualité des soins qu'elle a reçus et de sa force intérieure. C'est une enfant formidable, dit doucement Marshall. Elle l'est, et elle a un père formidable. Le docteur Stewart se tourna vers lui. Marshall, il y a autre chose dont je dois discuter avec vous. Grace m'a posé des questions sur les relations amoureuses et le mariage ces derniers temps. L'expression de Marshall se crispa légèrement. Elle a 7 ans. Pas pour elle. Le docteur Stewart rit. Pour vous? Elle vous demandait si vous vous remarieriez un jour. Si elle pourrait avoir une nouvelle maman un jour. C'est en fait un très bon signe. Cela signifie qu'elle est suffisamment en sécurité dans votre relation pour envisager d'agrandir la famille. L'idée d'un remariage n'avait pas sérieusement traversé l'esprit de Marshall. Il s'était concentré uniquement sur le rétablissement de Grace et sur leur sécurité. Mais il devait admettre que l'idée n'était pas totalement malvenue. Grace méritait de connaître une dynamique familiale saine. Et Marshall avait de nouveau de la place pour l'amour dans sa vie. Que devais-je lui dire? La vérité. Que tu es concentré sur elle en ce moment, mais un jour tu rencontreras peut-être quelqu'un de spécial qui vous aimera tous les deux. Reste simple et honnête. Alors que le docteur Stewart partait, Marshall retourna dans le jardin où Grace apprenait à Atlas à s'asseoir et à rester. Ses ordres étaient assurés et clairs, son langage corporel ne trahissant aucune de la peur qui avait caractérisé son comportement pendant les premiers mois de convalescence. Papa, le docteur Alice dit qu'Atlas est le chien le plus intelligent qu'elle ait jamais rencontré, annonça Grace fièrement. Atlas est vraiment spécial, approuva Marshall. Mais pas autant que sa chienne. Grace rayonna au compliment, puis devint pensive. Papa, penses-tu que maman et Brian sont désolés de m'avoir fait du mal? C'était une question que Grace posait régulièrement, et Marshall avait appris à y répondre honnêtement, mais en fonction de son âge. Je pense qu'ils sont probablement désolés, ma chérie. Mais être désolé ne change rien à ce qu'ils ont fait, et cela ne signifie pas qu'ils peuvent à nouveau faire partie de notre famille. Je sais. Je me demandais juste. Grace a encore lancé le frisbee à Atlas. Je suis contente qu'il ne puisse pas revenir. J'aime notre famille telle qu'elle est. Moi aussi, petite fille. Moi aussi. Ce soir-là, après que Grace s'est couchée, Marshall s'est assis dans son bureau à domicile en examinant les derniers éléments de son plan de sécurité à long terme. La firme de G. Cross avait créé un système de surveillance permanent qui suivrait Brian et Candace pour le reste de leur vie. Si l'un ou l'autre venait à moins de 50 milles de Marshall ou Grace, il le saurait immédiatement. L'équipe juridique de Ralph Best avait créé une structure de protection complète qui comprenait des fonds fiduciaires, des dispositions éducatives et des plans d'urgence pour chaque scénario possible. Si quelque chose arrivait à Marshall, Grace serait soignée par des tuteurs soigneusement vérifiés qui comprenaient son histoire et étaient prêts à maintenir sa sécurité. Derek Schultz avait établi un réseau de contacts dans l'application des lois, les agences fédérales et la sécurité privée qui assuraient une réponse rapide à toute menace. La famille de Marshall était protégée par des couches de ressources juridiques, technologiques et humaines qui seraient presque impossibles à contourner. Le téléphone de Marshall a sonné, un appel de sa belle-sœur, Janet Park, avec qui il avait reconnecté après des années de contact minimal. Janet était une infirmière en traumatologie à